à ce projet, alors même qu'il nous promet, enfin voilà, on va tous vivre, c'est la promesse du renouveau, du vivre ensemble, etc. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec une assemblée européenne où finalement les partis progressistes écologiques représentent à peine un quart, peut-être un tiers de nos représentants? Pour moi, c'est parce que c'est générationnel. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens. Droite aussi, Ouais. très présente chez les jeunes. Ouais. Et à la fois, c'est quand même les jeunes qui votent le plus écolo. En fait, la problématique, c'est que très souvent, les jeunes ne votent pas. Aujourd'hui, il y a près de 60% des jeunes qui ne votent pas. Ils sont globalement soumis à la fois très fort au récit du consumérisme. Je donne l'exemple dans le bouquin, maintenant les chiffres sont plus bons parce qu'ils évoluent hyper vite, mais je comparais un post de Greenpeace International et un post de Kim Kardashian sur Instagram. Quand Greenpeace fait un post sur l'écologie, le climat, le truc machin, donc à l'époque ils avaient 650 000 followers sur Instagram, ça faisait entre 10 et 15 000 mecs. Quand Kim Kardashian, qui avait 105 millions de followers, je crois qu'elle a 120 maintenant, fait un post sur son nouveau gloss à paillettes, elle a 2 millions de likes. On sait ce qu'il faut faire, alors. Bah ouais, il faut embaucher Kim Kardashian. Et donc ce récit-là, il est hyper fort. Mais en même temps, il y a un truc qui est en train de se passer dans votre génération, qui est en train de, une partie, pas toute, qui est en train de remettre en question ce récit-là, de plusieurs façons. Un, en disant, comme ceux qui marchent pour le climat, si on continue comme ça, on n'a juste pas de futur, donc pourquoi continuer comme ça? Une autre qui cherche du sens, quoi. Quand on a vu cette pétition, là, des jeunes qui disaient on ne veut plus aller bosser pour les grandes multinationales parce que pourquoi faire? C'est pas parce que vous allez nous donner un gros salaire, une voiture de fonction et des tickets restaurants que ça va nous suffire. Nous, on veut que ça serve à quelque chose, notre métier. Et ça, c'était pas aussi fort dans la génération d'avant. Et parallèlement à ce qui est en train de se produire dans cette génération, dans une partie de cette génération, il y a toute la génération qui, elle, est née avec ce récit. Qui est née avec ce récit consumériste, capitaliste, ce récit du progrès. Tous les baby boomers, la génération de mes parents, mais dans une certaine mesure ma génération aussi, on nous disait que voilà, qu'il y avait une espèce de progrès matériel continu qui allait se produire. C'est-à-dire que si on faisait bien tout comme il faut, si on allait bien à l'école, qu'on travaillait bien, qu'on avait les bons diplômes, qu'on trouvait le bon boulot, bah ça allait être nickel. On allait gagner de plus en plus d'argent et puis après on allait avoir le rêve, quoi, la maison, les enfants, le chien. Et attends, la voiture. on a été hippies, Mais ça c'était encore avant. Non, c'est les baby boomers, Mais c'est vrai que ça a existé, quoi, 10 ans. Il y a eu un basculement, en fait, aux alentours de 79. Quoi. C'est la fameuse enquête là, de Godrich qu'il y a eu dans Society, là, au collège, sur le moment où on a perdu la bataille du changement climatique, où le récit, finalement, le récit libéral, le récit de Reagan et Thatcher, finalement, a pris le pas sur le récit, effectivement, Beat, puis hippie, qui avait conduit quand même 20 millions d'Américains à aller dans la rue en 1970 pour le jour de la Terre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce récit-là, ce récit de l'écologie, il n'est pas encore suffisamment fort. Il commence à être présent dans votre génération, mais il n'est pas suffisamment fort pour les autres générations c'est un peu le principe de je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je gagne. Donc je sais que là, pour l'instant, le confort, tout ce qu'on m'a vendu là depuis des dizaines d'années avec la pub, le truc machin, bon, ça je sais qu'on me propose de le perdre, ça ne m'excite pas trop. Et ce que je vais gagner, c'est un peu hypothétique. C'est-à-dire que, typiquement, par exemple, et ça, il y a des études qui sont faites sur les mécanismes du cerveau qui sont intéressantes. Quand on vous dit, si vous ne prenez pas l'avion maintenant, potentiellement dans 20 ans, vos enfants vivront dans un monde qui se sera moins réchauffé, ce qui se produit dans le cerveau, c'est est-ce que c'est vraiment juste mon avion à moi qui va tout changer? C'est pas sûr. Donc peut-être que je peux y aller quand même, en Guadeloupe. Bon, pour les vacances. Il y a une promo, c'est le mois de février, il fait moche. Deuxièmement, est-ce qu'on est sûr
de cette histoire. Il y a quand même plein de gens sur la planète qui aujourd'hui disent c'est pas sûr, ce que tu disais. C'est-à-dire qu'eux, ils le disent en disant non mais la fin du monde, on en parle depuis... toutes les générations disent attention, il y a plus de 10 ans. Donc, au procès de Ouzbek Erika, un autre MOOC, c'était Bruckner, Pascal Bruckner, qui disait bon, les fins du monde, il y en a eu. Bien sûr. Laurent Alexandre dit ça aussi, en disant mais il y en a qui se disent on trouvera des solutions technologiques qui nous permettront de. Là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Leonardo DiCaprio qui a produit un film qui s'appelle Ice on Fire. Et dedans, il y a plein de techniques de séquestration du carbone à coup de grosses machines qui font tout aller absorber le carbone, etc. Il y a Bill Gates qui est en train de faire des recherches sur la géo-ingénierie pour maîtriser le climat, etc. Donc il y a des gens qui disent bon, c'est pas grave. C'est pas les seuls, ça fait partie des plans du GIEC. Dans les plans du GIEC, pour arriver aux objectifs, il y a de la captation du carbone, donc il y a aussi cette technologie quand même qui est envisagée par les scientifiques. On va passer à la question suivante qui était au fond de la salle. Oui, bonsoir. Alors moi, c'est pas vraiment une question, c'est plus un sujet de réflexion qui me tient à cœur et que j'aborde régulièrement lors de conférences. C'est le sujet de la responsabilité individuelle. Donc, ça peut faire frissonner certains. Je l'avais abordé lors d'une conférence sur le burn-out. En fait, la responsabilité individuelle, je me dis que ça a tout son sens au niveau de l'écologie. Je ne sais pas si vous connaissez la société Le Slip français. Leur leitmotiv, leur devise, c'est vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip. Et je ne travaille pas pour le Slip français, mais je trouve ça hyper intéressant comme phrase. Et ma question, en fait, c'est si on veut que notre gouvernement, que l'Europe, que nos grandes autorités mettent des choses en place à grosse échelle, pourquoi est-ce que nous-mêmes, à notre échelle, moi je fais 1m57, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire des choses à mon échelle, pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas par là? Et en fait, ma question c'est, voilà, on a tous un iPhone dans la poche, mais pourquoi est-ce qu'on va le regarder toutes les 2 secondes? Notre responsabilité individuelle, est-ce que c'est pas justement de le laisser tranquille? Est-ce que c'est pas justement de regarder un peu la production de nos déchets, sachant qu'à mon échelle de 1m57, je dois faire 400 kg de déchets par an? Donc ça pour l'iPhone, pour les déchets, pareil pour les burn-out et pour l'obésité. Je pense que sans culpabiliser les gens, au contraire, c'est de trouver le juste milieu entre le truc je vais pas à pas et le truc je suis hyper responsable et je suis quelqu'un un peu de fort et j'ai une ligne directrice. Donc la responsabilité individuelle. Ouais. Une autre question après celle-là et ce sera la dernière parce qu'on a largement débordé. Cyril. Ah, je réponds, je crois qu'on prenait les 2 questions. Ah non, c'était juste pour annoncer le fait qu'il fallait se préparer à poser la dernière question. Je me suis pas endormi. Oui. À la fois, c'est une position très libérale. C'est-à-dire qui est libérale au bon sens du terme, c'est-à-dire libérale au sens de la responsabilité individuelle, et libérale au mauvais sens du terme, c'est-à-dire de se dire qu'on remet toujours toute la responsabilité aussi sur l'individu. Et je pense que la réponse est entre les deux. C'est-à-dire que, évidemment, les sociétés, les pouvoirs publics et les entreprises ne vont pas changer s'il n'y a pas suffisamment de personnes qui décident déjà dans leur vie de tous les jours d'être pionnières et d'arrêter d'acheter un certain nombre de choses, de se comporter différemment, d'arrêter de voter pour des gens qui nous racontent des histoires et qui font rien derrière. C'est certain, c'est sûr. C'était le truc de Coluche quand il disait pour les plus vieux, c'est vrai pour les plus vieux, Coluche c'était un homme qui était un humoriste dans les débuts des années 80, pour les plus jeunes. C'était au 2e millénaire après Jésus-Christ. Absolument. Qui disait quand on pense qu'il suffirait que vous arrêtiez de les acheter pour que ça se vende pas. Vous n'êtes pas raisonnable. Donc, ça c'est sûr que c'est une règle de base. Après, il faut voir que dans une société, il y a quand même ce que j'appelle dans le petit manuel de résistance, j'appelle ça des architectures invisibles. C'est-à-dire des structures qui conditionnent le comportement des uns et des autres de façon quasi mécanique. On peut lutter contre, mais c'est vraiment comme nager à contre-courant. Donc à un moment, on a aussi besoin que les structures changent. C'était l'histoire du démarrage du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que moi j'ai fait plein d'interviews et de rencontres avec Priscilla Lidowski qui a lancé la pétition
à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, et on s'est rendu compte, en fait, enfin moi je me suis rendu compte qu'elle était hyper écolo, et que son truc n'était pas du tout genre on veut prendre notre bagnole à tout prix, quoi. C'était juste de dire, c'est injuste. C'est-à-dire que structurellement, aujourd'hui, par exemple, l'urbanisme fait qu'il y a des villes, par exemple comme des villes moyennes comme là où j'habite, je vis dans une ville de 30 000 habitants, où le centre-ville est devenu désert, et où tout se passe dans les zones commerciales qui sont à l'extérieur, qui sont les grandes boîtes, les grands hangars du monde qu'il y a à l'entrée des centres-villes. Ben là, comment est-ce qu'on y va? En voiture. La gentrification dans un certain nombre d'endroits fait qu'il y a des gens qui peuvent plus se loger dans les centres-villes parce que c'est trop cher. Donc, le temps entre leur temps de trajet entre l'endroit où ils habitent et leur temps de travail s'est considérablement accru. Et un certain nombre d'emplois se sont retrouvés dans des zones pareilles, des zones d'entreprises qui sont à l'extérieur des villes. Et donc, il y a des gens qui, en gros, n'ont pas vraiment le choix que de prendre leur voiture. Parce qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de machin. Ou alors, il y en a, mais ça prend 2 fois plus de temps. Et à un moment, bon, ça, déjà, quand on a 2 heures de transport, on n'a pas envie d'en faire 3 ou 3 et demi. Donc là, structurellement, il y a besoin d'avoir des choses qui changent. Et on peut avoir toute la bonne volonté du monde. Ça demande de changer de métier, puis de reconstruire un métier. C'est possible. Mais c'est pas possible pour tout le monde. Et c'est pas possible. Ou c'est éventuellement possible pour tout le monde, mais il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus difficile. Il y a des gens qui sont nés dans des contextes où ils ont plus d'argent, ils ont plus de gens qui les aident, ils ont fait plus d'études, et c'est plus simple, et puis d'autres non. Et il faudrait, comment on dit, dépasser beaucoup plus de difficultés pour y arriver. Donc là, clairement, on a besoin que structurellement ça change. Autre exemple très court, le recyclage. Oui, on peut tous recycler. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bon bah, il n'y a qu'à recycler. D'ailleurs, c'est ce que dit le patron de Coca-Cola. Le patron de Coca-Cola, quand on lui dit, dites donc, il y a vos bouteilles partout dans la mer, il dit, mais je sais, les gens font n'importe quoi. Vous avez vu, ils ne recyclent pas. Sauf que quand on remonte l'histoire, on se rend compte que Coca-Cola, à l'origine, faisait des bouteilles en verre, qu'ils faisaient même des bouteilles consignées, qu'ils ont à un moment demandé des études à des cabinets pour leur dire c'est quoi la meilleure solution, un peu écologiquement, justement à l'époque, un peu des hippies et tout ça, parce que ça intéressait les gens, qu'ils ont eu des réponses de ces cabinets qui leur ont dit le plus écologique, c'est vraiment la consigne. Et dans la consigne, leur problème, c'est qu'ils étaient complètement responsables de leur emballage du début à la fin. Ils le fabriquaient, ils le distribuaient, et ensuite ils le récupéraient, ils le lavaient, ils le reconditionnaient et ils le remettaient. Donc ils en étaient responsables d'un bout à l'autre. S'ils passaient au plastique, d'une part, c'était plus léger que le verre, donc ils pouvaient en transporter plus, ça coûtait moins cher à produire, et surtout ça coûtait moins cher parce qu'ensuite le plastique, il s'en occupait plus. Et donc l'idée c'est de dire, les gars maintenant, le plastique, vous vous démerdez. Donc vous vous démerdez les gens pour le recycler, vous démerdez les collectivités pour créer des filières de recyclage, et vous vous démerdez pour que ce plastique-là ensuite il puisse être éventuellement réutilisé. Et moi si vous voulez, je vous le rachète à vil prix pour refaire des bouteilles. Ça marche pas. C'est-à-dire que c'est un moment, c'est le piège de remettre justement toute la responsabilité sur les gens, alors que structurellement dans la société, on devrait pouvoir collectivement décider, ah non, ça on fait pas, ça c'est nocif, ça, par exemple, quand à San Francisco ils ont décidé de devenir une ville zéro déchet, ils ne sont pas simplement appuyés sur la bonne volonté des gens. Ils se sont dit, il faut agir sur 3 facteurs. Un, il faut que ce soit super simple de recycler. Donc il y a les 3 poubelles partout, y compris dans la rue, y compris dans les toilettes de la station-service, partout. 2, si les gens ne recyclent pas, ils ont des amendes, c'est-à-dire qu'ils ont obligation de recycler. Et 3, s'ils recyclent, ça leur coûte moins cher que s'ils ne recyclent pas. C'est-à-dire que si leur poubelle noire, qui est la poubelle du tout venant, est plus remplie que les autres, ils payent plus cher pour le ramassage de leurs ordures que si la poubelle recyclage et la poubelle compostage est remplie. Et ben là ça marche parce que même les gens qui ne sont pas du tout écolos, qui s'en fichent pas, enfin qui s'en fichent un peu de tout ça, ils se disent ça coûte moins cher, je le ferai quoi. Donc pour moi c'est vraiment, et en même temps, la ville de San Francisco l'a fait, parce qu'il y a eu suffisamment de pionniers qui ont porté le sujet et qui se sont sentis responsables individuellement. Pour moi c'est une respiration, c'est les deux en même temps. Et on va passer à la toute dernière question, s'il y en a une. Merci, oui, Elle était ici en premier, je suis désolé. Voilà, monsieur. Non mais c'est la dame qui était dans le fauteuil. Ah pardon, je l'avais pas vu. Désolée,
Merci, on va se la partager. Elle va être courte parce Allez, que rejoindre. vous la partagez, on fait une réponse commune, et ensuite on va boire un verre. J'étais ce matin à un événement où les entreprises disaient qu'elles voulaient réduire, zéro émission nette en France en 2050, et la question qui est venue, c'est bah oui, il y a des solutions, mais qu'est-ce que vous faites du pouvoir d'achat? Ça rejoint un peu ce que vous venez d'aborder, mais pas tout à fait. C'est plus cher de faire propre que de faire polluant, la consigne ou d'autres. Et comment vous répondez à cette objection? Donc le pouvoir d'achat, et monsieur, votre question? C'est juste par rapport aux gilets jaunes. La réponse d'un gouvernement par rapport au prix de l'essence. Après, on peut faire le canon. Cette dame, elle habite dans un lotissement, un immeuble ou autre, elle peut partager son moyen de transport. La problématique de dire oui, l'essence augmente, je suis écologique, j'en ai besoin, c'est un fait. Maintenant, il y a des façons de faire différemment. Partager un véhicule, aller faire ses courses à 2, à 3, à 4. En fait, il y a des réponses également. Et c'est là où je ne rejoins pas forcément sur Évidemment qu'il y a des... Je vais commencer par là parce que ça va être plus rapide. Évidemment qu'il y a des réponses, les gens peuvent faire du covoiturage, etc. Mais encore une fois, il faut être sur le plus petit dénominateur. Moi j'en connais plein, des gens là où j'habite qui bossent à 60 km et qui n'ont juste pas de collègues, qui habitent au même endroit qu'eux et qui n'ont juste pas de train. Je veux dire, ça existe. On a un peu tendance, oui, mais on a un peu tendance, encore une fois, dans une logique un peu privilégiée, un peu de centre-ville, de grandes agglomérations, à regarder les choses de façon un peu, j'ose pas dire le mot, mais un peu condescendante, quoi, genre, vous pouvez vous débrouiller les gars, quoi. Non mais je sais bien que c'est pas ce que vous dites, mais il faut quand même se rendre compte que si on regarde encore une fois les analyses des votes, là, par exemple, d'hier, le Rassemblement national, il fait 40 à 45% chez les employés, chez les ouvriers et les employés vraiment bas de l'échelle. C'est-à-dire les gens qui gagnent, ils font leur score maximum chez les gens qui gagnent moins de 1 200 € par mois. Et il se trouve que en France, le revenu médian, je crois que c'est 1008. Et donc quand on voit tous les gros revenus qu'il y a, ça veut dire que des gens qui gagnent moins de 1005, je pense que c'est la grande majorité. Donc à un moment, c'est juste qu'on empile les complications. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut toujours trouver des solutions. Sauf que quand c'est déjà la galère, parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent, parce que c'est déjà la galère parce qu'on habite loin, parce que c'est déjà la galère parce qu'on doit payer les enfants, qu'on ne sait pas comment boucler les fins de mois, etc. On n'a pas forcément l'énergie de se dire « Oh, je vais faire du covoiturage. Et puis je vais aller sur la plateforme super géniale, de trucs, de machin. » Localement, on peut trouver des solutions. Je ne dis pas que c'est la solution, mais il y a des petites choses à trouver. Pas forcément à forme d'un gouvernement qui régisse tous les problèmes du monde. C'est dans ce sens-là. Évidemment. C'est pas du micro-exemple. Encore une fois, c'est la tension entre une vision plus libérale qui dit l'État ne peut pas tout et ne doit pas tout et les gens ont une responsabilité, et une vision plus socialiste, on va dire, de l'État doit être fort. Et donc je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, mais c'est ce que je sais, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que si on veut que ça marche, pour une bonne partie de la population qui a tendance à se paupériser, on a besoin d'offrir aussi un certain nombre de solutions collectives qui peuvent être gérées à l'échelle des entreprises qui peuvent s'auto-organiser, à l'échelle des collectivités locales, mais globalement de ne pas laisser les gens tout seuls avec leurs problèmes. Sur la dernière pouvoir question... d'achat, c'est un peu la même chose, je veux dire, c'est très lié, hein, ce sera pour finir. Oui, mais la question du pouvoir d'achat, elle est intéressante parce que quand vous dites ça coûte plus cher de produire propre, ça coûte plus cher pour qui? Ça coûte plus cher pour l'entreprise au départ. Et parce que, encore une fois, l'ensemble des coûts qui sont aujourd'hui considérés comme des externalités ne sont absolument pas intégrés dans le coût de production. Mais aujourd'hui, une entreprise qui fabrique par exemple, je dis n'importe quoi, des pesticides dans l'agroalimentaire, elle n'intègre absolument pas dans son bilan le fait que dans certaines communes, ils sont obligés d'aller chercher des points de captage à des kilomètres, de recréer des réseaux de canalisation, parce que les eaux de leur commune,
ont un taux de pesticides qui est trop élevé et donc qui n'est plus propre à la consommation. Ils ne l'intègrent pas. Les entreprises qui font des automobiles aujourd'hui n'intègrent pas le fait que des gens meurent de la pollution, que ça demande de nettoyer les bâtiments dans les villes parce qu'ils s'encrassent à cause des fumées qui s'échappent des pots d'échappement. Ils ne comptent pas la pollution induite par l'ensemble des matériaux qui sont utilisés pour fabriquer leurs voitures. C'est pareil pour les smartphones. Aujourd'hui, Apple ou Samsung, ils ne comptent pas dans le prix tout ce que le gouvernement chinois va devoir faire pour essayer de réparer les zones qui ont été détruites par notamment l'industrie minière. Je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre-là. En Chine, donc ils sont 20% à peu près de la population mondiale, ils ont 8% des ressources en eau, et 80% de ces 8% sont impropres à la consommation à cause de la pollution liée à l'industrie minière. Ça, clairement, ça a un coût. Ça a un coût pour la société. Mais, encore une fois, ce coût n'est pas imputé au bon endroit. Donc, c'est à cet endroit-là que si la législation évoluait, et là, c'est une histoire de loi, et que les coûts étaient imputés à ceux qui les génèrent, c'est la même chose que les bouteilles plastiques de tout à l'heure, ah bah là, tout d'un coup, l'économie change. Parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup moins compétitives. Est-ce que c'est pas le capitalisme qu'il faut réformer? Parce que la première mais croyance... Si, évidemment. La première croyance... Et c'est pas le... Et je finis là-dessus parce que je crois qu'on a fini. Aujourd'hui, c'est même l'ONU qui dit... L'ONU fait tous les ans un rapport soutenabilité. Donc pour le rapport soutenabilité 2019, ils ont commandé à un certain nombre de cabinets d'études ou de centres de recherche des données pour alimenter l'ensemble du rapport soutenabilité. Et ils ont commandé un rapport à un cabinet finlandais où la question était: est-ce que le capitalisme peut nous permettre de lutter contre le changement climatique dans le laps de temps qu'on a, c'est-à-dire une dizaine d'années. Et la réponse du cabinet finlandais était de dire non. Le capitalisme n'est pas conçu pour ça. Parce qu'il a besoin de générer du profit à court terme, et par rapport, et il a besoin surtout d'être alimenté par beaucoup d'énergie. Et là, dans les 10 ans, on ne peut pas remplacer toutes les énergies fossiles par les énergies renouvelables, c'est pas possible. Les énergies renouvelables ne sont pas assez performantes. Et cette recherche de profit est incompatible avec la protection d'un certain nombre d'écosystèmes, par exemple. C'est pas rentable de laisser les forêts sur pied et d'arrêter de creuser des mines. Pour l'instant, c'est pas rentable dans notre modèle économique actuel. C'est pour ça que je disais qu'on a besoin de nouveaux récits, par exemple l'économie symbiotique d'Isabelle Delavroix, il y a la prospérité sans croissance de Tim Jackson. Il y a des nouveaux récits qui émergent, mais on n'en fera pas l'économie. Et dans ton manuel de résistance contemporaine, c'est ça, qui est en vente à la librairie au fond, ton roman aussi, qui s'appelle Imago, est en vente, tu vas les dédicacer pour ceux qui veulent. Et un recueil de poèmes de la scie sur le film. Le recueil de poèmes, il y a le film Demain aussi. Il y a Oui Demain, qui est sorti donc il y a quelques jours et qui est disponible ce soir de 10 € exceptionnellement. Je voulais finir en remerciant la salle. Merci à vous pour vos questions. Merci d'avoir été avec nous.